Un homme voit son existence secrète bouleversée par des hommes dangereux qui tentent de lui voler son identité. Lorsque l'un d'eux lui propose sa femme séduisante, il se demande s'il doit conserver son anonymat ou y renoncer par amour. Un matin à Tokyo, l'homme en carton observe silencieusement les rues animées. Alors que les passants l'ignorent, il les regarde attentivement à travers un judas. Il pense que le carton lui permet de voir le monde différemment puisqu'il efface son identité. À l'intérieur, il peut exister sans les désagréments de la vie. Lorsqu'une femme remarque qu'il ne se résume pas à une simple boîte, elle revient vérifier, puis s'éloigne précipitamment. Il réfléchit au fait que certaines personnes reconnaissent sa présence mais font semblant de ne pas le voir. À cet instant, il aperçoit moi-même, un photographe professionnel, en train de le prendre en photo à distance. Toute personne qui prend trop conscience de lui devient à son tour l'homme en carton. Il quitte immédiatement son emplacement et s'infiltre lentement dans une ruelle déserte. Lorsqu'il voit son ennemi juré, le mendiant au à peine, agiter un drapeau au-dessus de sa tête, il se lève et traverse la foule en courant frénétiquement, tandis que l'inconnu le poursuit. L'homme en carton se faufile dans les rues secondaires, mais moi-même le rattrape et prend d'autres photos. Finalement, il s'échappe sur un chemin de terre et s'installe près d'une usine. Il s'endort dans sa boîte et se réveille le lendemain matin, savourant son isolement et son anonymat. Pendant ce temps, un médecin non licencié, connu sous le nom de faux docteur, montre une vidéo de surveillance de l'homme en carton au général, un ancien médecin vétéran pour lequel il travaille. Il s'occupe de l'aggravation de la maladie de son mentor et lui conseille de préparer un testament en bonne et due forme. Le vieil homme révèle qu'il a autrefois envisagé de mettre fin à ses jours, mais qu'il ne voulait pas mourir en trompant le monde. Il confie alors un document à son serviteur et lui dit qu'il lui laisse la vérité. Alors que l'homme en carton écrit ses réflexions sur la nécessité de surmonter des inconforts comme la douleur et les démangeaisons, le mendiant au à peine lui lance une pierre. Il s'enfuit, mais son ennemi le poursuit, l'obligeant à se battre désespérément pour sa survie. Lorsque le vagabond lui fonce dessus avec une lance, le faux docteur le neutralise avec un fusil. Le tireur prend à son tour en chasse l'homme en carton, mais ce dernier prend des photos comme preuve de la tentative d'assassinat. Alors qu'il développe des négatifs du tireur et les examine, Yoko, une fausse infirmière travaillant pour le général, lui dit qu'il y a un hôpital à proximité. La femme bienveillante glisse une enveloppe dans son judas et s'éloigne. Ne pouvant voir son visage, il compare ses jambes aux autres photos qu'il a prises, mais ne la reconnaît pas. En découvrant une carte et de l'argent dans le paquet, il abandonne son carton pour chercher des soins médicaux, sans savoir que Yoko et le faux docteur sont ceux qui le soignent. Ils prétendent lui administrer un anesthésique local, mais ils lui injectent un sédatif à la place, ce qui le plonge dans le sommeil et le fait rêver. Autrefois, le patient était moi-même, un photographe professionnel malheureux dans sa vie. Un jour, il vit l'homme en carton devant chez lui et le reconnut immédiatement. Il sortit ses clichés et réalisa qu'il l'avait déjà photographié dans une ruelle de Tokyo. Inquiet pour sa sécurité, il tira sur le personnage énigmatique et s'en approcha prudemment. Bien qu'il ait découvert une traînée de sang, il ne trouva rien d'autre qu'un journal manuscrit. Avec le temps, il eut de plus en plus de mal à nier l'existence de l'homme en carton et finit par assumer son identité. À l'hôpital, moi-même se réveille alors que Yoko lui pose des questions sur son métier et ses blessures. Il lui dit qu'il est photographe, bien que la personne qui lui ait fait du mal ne portait pas de carton. Il ajoute que l'homme en carton pourrait être quelqu'un qu'il connaît et qu'il s'agit probablement d'un photographe talentueux, capable de capturer les parties invisibles de Tokyo et de révéler l'âme des gens avec son appareil. Yoko mentionne qu'elle ne verrait aucun inconvénient à ce qu'il la prenne en photo, car elle était autrefois mannequin et se déshabillait devant des spectateurs. Elle confie que lorsqu'un client l'a mise enceinte, elle a failli mourir de complications. Heureusement, le médecin lui a sauvé la vie et lui a permis de travailler comme infirmière, bien qu'elle n'ait aucun diplôme. Moi-même se demande s'il détient cette faveur sur elle, mais elle ne lui répond pas directement et lui dit qu'elle aime son nouveau travail, car cela lui donne un sentiment d'utilité. La femme lui demande alors d'informer l'homme en carton qu'elle souhaite acheter son carton. Alors qu'il quitte l'hôpital, elle lui saisit fermement le bras et le supplie de l'aider. La fausse infirmière fait son rapport à son mari, qui lui choisit ensuite une robe et la conduit au laboratoire. À contre-séance, elle rend visite au général, qui met ses cheveux dans sa bouche et lui dit de ne pas s'inquiéter, car tout ce qu'elle vit n'est qu'un produit de son imagination. Moi-même récupère le carton pour retrouver son identité et consigner sa découverte. Il sait que l'homme qui l'a soigné est l'assassin, bien qu'il ne soit pas sur des véritables intentions de Yoko. Lorsque le faux docteur retourne au laboratoire, il trouve son employeur à l'intérieur d'un carton.
Le vieil homme insiste pour qu'il passe du temps dedans afin de savoir ce que cela fait d'être l'homme en carton. Cependant, l'imposteur refuse catégoriquement sa demande, estimant que ce n'est pas nécessaire. Le général enlève alors son carton pour récupérer ses documents et les jette négligemment à son serviteur. Il dit qu'il est prêt à devenir l'homme en carton et se demande combien de temps il devra attendre avant d'avoir son carton. Alors que le faux docteur s'apprête à partir avec l'infirmière, le vétéran les nargue en affirmant qu'eux aussi deviendront réels s'ils attendent encore un peu. Une fois seul, il s'excuse abondamment auprès de sa femme et lui promet que tout sera bientôt terminé. La femme lui avoue que depuis que son mari est impliqué avec l'homme en carton, il a changé. Cependant, l'imposteur ignore son inquiétude et lui montre à la place une vidéo de moi-même absorbée par un carnet. Curieuse, la fausse infirmière demande au docteur s'il portera aussi un carton comme le général. Il répond que si cela peut l'aider à créer le crime parfait, cela pourrait être nécessaire. Cette nuit-là, moi-même range en sécurité son journal et les négatifs pour prouver que le faux docteur est responsable de la disparition de l'homme-boîte. Alors qu'il met les preuves en lieu sûr, Yoko lui glisse de l'argent et des instructions sur la manière de se débarrasser du carton. Sur le chemin du retour, il l'intercepte pour lui rendre l'enveloppe, mais l'infirmière insiste pour qu'il la garde et respecte leur accord. Lorsqu'il lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut, elle laisse entendre que personne ne sait où se trouve la vérité. Plus tard dans la soirée, il espionne le couple par la fenêtre. Il remarque que le docteur a une réplique de son carton et commande à Yoko de rejouer sa rencontre avec le général. Elle raconte que le vieil homme lui a demandé d'enlever ses vêtements et qu'elle était plus effrayée que d'habitude, car elle ne pouvait pas voir son visage. Son mari la rassure en lui disant de ne pas avoir peur, car ils ne font que recréer les événements. Quand la fausse infirmière traverse la pièce, le photographe utilise un miroir pour mieux voir sans être repéré. Elle se rappelle que le général lui a offert une bière et qu'elle l'a bu nue. Yoko se souvient qu'il a mangé un cactus alors qu'il était dans la boîte et demande à son mari d'en faire autant. Elle a remarqué que le comportement du vétéran était devenu plus suspect après cela, mais le docteur explique qu'il a consommé une espèce inoffensive qui n'a eu aucun effet sur son esprit. Elle révèle que le général lui demandait de lui faire des lavements et de s'approcher parce que son odeur l'excitait. Finalement, il lui a demandé de se mettre à quatre pattes et la regarder de derrière. La fausse infirmière rappelle au docteur qu'il doit essayer lui-même, alors elle prépare un lavement et lui administre. Pendant qu'elle raconte ces événements, moi-même se lève et regarde par la fenêtre pour mieux l'observer. Il se donne du plaisir en regardant la femme inciter son mari à la renifler comme un chien. Après avoir assisté à leur jeu intime, il fuit immédiatement les lieux, tandis que le faux docteur reste dans son carton pour méditer sur l'expérience. Le charlatan partage finalement ses réflexions avec sa femme. Il réalise que ce n'est pas l'acte d'observer qui fait de quelqu'un un homme-boîte, mais ce qu'il écrit dans son carnet. Sur la plage, le reclus se demande ce qui motive l'imposteur à manipuler Yoko. Moi-même pense tendrement à la femme et estime que les actes dépravés qu'elle est forcée de commettre ne lui correspondent pas. Il la compare à la lumière qui brille à la sortie d'un tunnel et se demande si elle peut l'aider à se débarrasser de sa boîte. Lorsqu'il s'endort d'épuisement, le faux docteur le sédate et lui vole son journal. Dans son bureau, l'imposteur réussit à imiter l'écriture du général. Il brûle ensuite les notes de moi-même et passe la nuit à les remplacer par des faux écrits de la main du vétéran. Le lendemain, moi-même rencontre le faux docteur dans le laboratoire du général. Il lui rend l'argent reçu pour le carton et lui rappelle qu'il ne peut y avoir qu'un seul homme-boîte dans une ville. Conscient de son attachement à Yoko, l'imposteur demande à sa femme d'enlever ses vêtements et propose de la lui laisser. Il cite des passages du journal, ce qui surprend le photographe. Quand l'homme demande si elle agit contre son gré, elle répond qu'elle peut arrêter de se dévoiler s'il est mal à l'aise, ou bien il peut la photographier s'il le souhaite. Le faux docteur précise que l'infirmière est une femme intelligente qui fait ses propres choix et ne reçoit d'ordre de personne, mais qu'il peut en profiter comme il le veut s'il accepte leur marché. Moi-même refuse l'offre et dévoile une photo de la tentative précédente sur sa vie. Il met ensuite le tueur au défi de finir ce qu'il a commencé et se jette sur lui sans prévenir. Un combat éclate, et les hommes se poursuivent dans tout le laboratoire. Lorsque le photographe charge le docteur sans défense, Yoko utilise son corps comme bouclier et stoppe l'attaque. Soudainement, l'imposteur est confus sur ce qui se passe et demande à l'homme-boîte qui il est et ce qu'il est en train de faire. Moi-même explique qu'il se bat contre lui et qu'il va gagner. Le charlatan se demande qui a écrit cette partie de l'histoire, car il se rappelle l'avoir lu dans le journal. Selon le photographe, c'est lui l'auteur, et le faux docteur n'est qu'un produit de son délire. Il dit que cette prise de conscience est la preuve qu'il est le véritable homme-boîte,
mais lorsque l'imposteur insinue que c'est peut-être lui qui l'écrit, le général apparaît derrière le Judas et affirme que c'est son histoire. Le charlatan continue à divaguer en disant que quelqu'un d'autre pourrait être en train d'inventer leur récit, et moi-même là-bas. Lorsque l'assaillant enlève le carton pour voir qui est en dessous, il est perplexe de découvrir un étranger et commence à remettre en question sa propre identité. Le faux docteur se réveille dans son bureau le lendemain. Il dit à Yoko qu'il écrit une histoire sur une personne dérangée qui devient l'homme-boîte et tombe accidentellement à la mer, trouvant ainsi la mort. L'infirmière met son mari en garde et lui conseille de laisser le général mourir naturellement, mais il veut utiliser le journal falsifié pour brouiller les pistes et se fabriquer un alibi. Sa femme l'observe avec inquiétude alors qu'il retourne à son bureau pour rédiger une mise en scène de confession. Pendant ce temps, une détective enquête sur un vieil homme retrouvé sur le rivage. Dans son rapport, elle indique que les preuves suggèrent qu'il est mort noyé et qu'il est peut-être tombé à la mer par accident. Avant le drame, des habitants avaient aperçu un sans-abri errant dans une boîte. Les restes ont été retrouvés enveloppés dans un carton similaire, accompagnés d'un épais journal et d'une montre. Lors de l'interrogatoire, le faux docteur révèle que le général était un ancien médecin militaire qui s'était reconverti en praticien privé et qu'il voulait depuis longtemps mettre fin à ses jours. Il explique que son mentor menait des recherches sur une plante et qu'il l'expérimentait régulièrement sur lui-même. Lorsqu'il a contracté une étrange maladie qui s'est aggravée avec le temps, il est devenu incapable d'exercer ses fonctions. Il a donc été contraint de prendre sa place à l'hôpital, bien qu'il n'ait pas de licence. Lorsque la détective l'accuse d'avoir caché des informations, l'imposteur avoue que le général l'avait menacé de révéler sa pratique illégale s'il ne lui fournissait pas davantage d'analgésiques. Le vieil homme lui avait aussi demandé d'offrir sa femme et de la forcer à accomplir des actes obscènes. Il raconte à l'enquêtrice que le comportement de son employeur était de plus en plus erratique et qu'il se promenait dans une boîte. La femme s'approche silencieusement de lui, et il se retrouve soudainement dans son bureau en train de déchirer l'histoire de confession qu'il écrivait. Le faux docteur enfile la boîte et rend visite au général pour l'informer que les conditions qu'il avait demandées pour sa noyade sont réunies. Il lui reproche de l'avoir menacé et de s'être joué de lui et de sa femme. Il réalise qu'il sera impossible d'effacer leurs traces s'ils vont jusqu'au bout du plan, mais si lui-même tue le vétéran et devient l'homme-boîte, alors ce sera le crime parfait. Le docteur étrangle alors son mentor et adopte sa nouvelle identité. En quittant l'hôpital, Yoko l'intercepte, et il lui annonce qu'ils sont désormais tous les deux libérés de leur fardeau. Pendant ce temps, moi-même se réveille sur la plage et trouve sa boîte déchirée par la mer. Il la reconstitue et la remet sur lui. Plus tard, il croise l'imposteur, qui prétend être le véritable homme-boîte. Lorsque le faux docteur lui rend son journal et lui conseille de le lire pour trouver des réponses, le photographe répond qu'il en est l'auteur. Cependant, l'homme lui dit que peut-être quelqu'un d'autre l'a écrit et s'éloigne. Moi-même feuillette les pages de son carnet et rend visite à l'infirmière à l'hôpital. Dans sa chambre, il exprime sa déception de voir que le faux docteur est devenu le véritable homme-boîte. Lorsque Yoko lui dit d'enlever son carton, il lui demande si elle peut lui prêter des vêtements, car il n'en porte pas. Elle rit de son embarras et lui donne des habits, puis lui dit que c'est maintenant à son tour d'être observée. L'infirmière tire les rideaux pour plus d'intimité et l'invite à sortir. Tandis que la lumière du soleil éclaire la femme, moi-même la contemple et réalise qu'elle est véritablement la sortie du tunnel. Il émerge lentement et jette son journal, puis entraîne Yoko vers l'extérieur. Cependant, il change d'avis en courant et couvre les fenêtres avec du carton, voulant enfermer le monde entier dans une boîte. Le couple retourne dans la chambre de l'infirmière pour y savourer son silence et son isolement. Elle retire lentement ses vêtements, et il se lève pour l'enlacer. Après que moi-même l'ai doucement allongé sur le sol, ils font l'amour en se tenant les mains. Yoko s'interroge sur l'avenir, mais l'homme n'a pas de réponse, et ils s'endorment ensemble. Elle se réveille et découvre qu'il est de nouveau obsédé par son journal, alors elle le quitte. Après avoir achevé son écriture, il enlève le carton de ses vêtements et réfléchit à son passé. S'il admet avoir échoué en tant qu'homme-boîte, il ne regrette aucun de ses choix. Il était attristé par le départ de son amour, mais il comprenait sa décision. Moi-même crois qu'elle ne s'est pas échappée, mais qu'elle est simplement entrée dans une boîte plus grande, où elle est maintenant perdue. L'homme traverse le laboratoire et médite en cherchant une issue à l'hôpital. Il a compris que plus on lutte contre sa boîte, plus on crée de labyrinthes en soi, et qu'on finit par se retrouver dans un monde sombre, sans aucune sortie. Dehors, moi-même se perd dans un réseau confus de ruelles étroites. Lorsqu'il aperçoit Yoko passer, il la suit et finit par la voir dans un espace ouvert. Cependant, lorsqu'il s'approche de la femme, elle disparaît,
et il se retrouve soudainement entouré de personnes dans des boîtes, qui l'observent à travers leur judas. Déstabilisé, il recule et heurte un autre carton derrière lui. Lorsqu'il y jette un œil, il découvre qu'un public l'observe depuis une salle de cinéma. Le photographe réalise que des spectateurs l'ont observé tout ce temps, ressentant joie et désespoir en contemplant le spectacle seul. Il en conclut que ce sont eux qui ont créé son monde et que son histoire n'est rien d'autre qu'un produit de leur imagination. Surpris par cette révélation, moi-même recule sans quitter le carton des yeux, désormais pleinement conscient que le véritable homme-boîte, c'est vous.